Tu comptes rester là combien de temps? Ça dépend. Et toi? Pas spécialement prévu de sortir. Justement, regarde sur quoi je viens de mettre la main. Ah, caméscope des parents. T'espères de faire du blé avec ce truc? Non, enfin oui, on peut se filmer, ça va être fun. Puis on pourra mettre les vidéos sur YouTube. Ouais. Donc tu veux que je me rende ridicule avec toi? Mais non, tu seras pas ridicule. On fera ça ensemble. Et on parlera de ce que tu veux. Ouais, je suis pas hyper intéressé. J'ai une idée. Pourquoi tu regardes la télévision d'une manière générale? Je sais pas. Pour la variété des programmes, enfin tout ça quoi. Comment ça? Bah si tu veux, avec la TNT c'est mathématique. Plus t'as de chaînes, Donc, plus t'as de programmes. C'est plus diversifié, un peu comme sur ton YouTube là. est-ce que tu connais l'histoire de la TNT? Ok, on va tout reprendre depuis le début. Pour être tout à fait précis, la TNT ou télévision numérique terrestre est née dans les télévisions françaises le 31 mars 2005. À cette époque, seulement 35% des foyers français en étaient équipés, il faudra attendre jusqu'à février 2007 pour couvrir presque la totalité de la superficie de notre beau pays. Adaptation technique oblige. Dès lors, chaque poste de télévision passait de 6 chaînes historiques que sont TF1, France 2, France 3, Canal+, Arte et M6 à un bouquet de 18 chaînes gratuites qui s'étendra jusqu'au nombre de 25 chaînes en 2012. Ça, c'est pour la naissance. Mais je pense qu'il est important de revenir sur la genèse du projet. Qui est-ce que tu regardes là? L'histoire de la TNT, elle débute réellement en 1995. Philippe Douste-Blazy, alors ministre de la Culture, demande à Philippe Levrier, le président du CSA de l'époque, un rapport sur la faisabilité d'une télévision numérique gratuite à grande échelle. L'idée était de savoir si la télévision pouvait être un peu plus que ce qu'elle proposait à l'époque. Et qu'est-ce qui en est sorti, me direz-vous? Technologiquement, tout se tient. Le nouveau système proposé est censé apporter un meilleur son, une meilleure image, plus d'informations pour le spectateur, dans les canaux de circulation déjà existants et avec notre bonne vieille antenne râteau. Comme le dit si bien la conclusion du rapport, la numérisation est en quelque sorte à la télévision ce que l'électrification fut au chemin de fer. L'essence du service rendu n'est pas modifiée, mais sa capacité, son confort et sa rapidité font un bond en avant. De belles perspectives pour le spectateur, donc, non ? Non? Oui, pour le spectateur, oui. Pour certaines chaînes privées à l'époque, non. Si certaines d'entre elles se sont pliées amèrement à la règle, TF1 fait partie des rebelles de cette histoire. En baisse d'audience constante au début des années 2000 au profit des petites chaînes du câble et du satellite, il allait de soi que la première chaîne française n'allait pas se laisser faire. Une véritable lutte s'était même mise en place entre Patrick Lelay, président de TF1, et Dominique Baudis, le président du CSA. Affrontement réexpliqué par les participants eux-mêmes dans le documentaire La guerre de la TNT que je vous invite à découvrir dès que vous le pouvez. Le lien est dans la description de la vidéo. Bref, alors qu'une première vague de nouvelles chaînes émerge, TF1 continue de ne pas jouer le jeu de la TNT, allant jusqu'à porter certaines autorisations devant le Conseil d'État. Mais le projet mené par Dominique Baudis tient le coup et de nouvelles appels d'offres sont lancés. Dès lors sortira le second groupe de nouvelles chaînes gratuites, BFM TV, iTélé, Europe 2 Télé et Gulli. Fin 2005, le pari est donc pratiquement rempli. L'offre du service public s'est développée et comme le montre ce graphique, nous avons du contenu varié avec des profils éditoriaux complètement différents. Donc j'avais raison. Sauf que non. Encore non? C'était mal connaître TF1 de penser que celui-ci allait se laisser faire. En 2010, TF1 décide de se lancer au sein de la TNT et rachète TMC et NT1 pour les rallier à son groupe. Dans le même temps, Vincent Bolloré, qui détenait déjà Direct 8, rachète Virgin 17 pour le transformer en Direct Star, diminuant de fait considérablement le nombre de groupes représentés sur la TNT.
Mais ça, c'était bien avant son rachat du groupe Canal+. Le réseau analogique rend l'âme en septembre 2011, et finalement, en 2012, un nouveau bouquet de chaînes HD arrive pour renforcer les 18 chaînes déjà existantes. Je vous les donne de tête? HD à TF1, Sister à M6, RMC Découverte à BFM TV, et Chérie 25 à Énergie 12. Toujours les mêmes? Toujours les putains de mêmes! Et c'est là, à mon sens, que le projet de la TNT a perdu tout son sens premier. La crise de 2008 et la diminution globale des audiences sur les chaînes historiques privées, près d'un tiers de l'audience quand même, ont entraîné une lutte acharnée entre groupes télévisuels. D'accord, tu parles de groupe média dans ton raisonnement. Mais l'offre, elle reste la même. Tu as toujours le même nombre de chaînes. On est toujours à 25 chaînes. Et la ligne éditoriale? Comment ça? Ta chaîne de télé, elle dépend d'un groupe qui lui fournira une ligne éditoriale et un certain nombre de contenus achetés en commun. Donc fondamentalement, ton message sera le même. En 2005, la télévision se mettait en danger en proposant des contenus numériques qui sortaient des habitudes de son temps. Pourquoi ne le fait-elle plus maintenant? L'idée n'est plus tant de chercher à produire de nouveaux programmes innovants, mais de limiter le déficit par rapport à ses adversaires directs, entraînant une uniformisation des contenus qui peut parfois nuire à leur qualité première. Et pourtant, si on creuse bien dans les entrailles de ce qu'est la TNT aujourd'hui, une chaîne semble se rapprocher du projet de base. Axée jeune avec sa programmation hétéroclite et sa mise en avant de nouvelles productions issues d'Internet, France 4 semble incarner une vraie prise de risque de la part du groupe France Télévisions. Est-ce uniquement parce que ces choix de programmes me parlent plus? Est-ce par l'image de laboratoire audiovisuel que le groupe France Télévisions lui donne? Peut-être. Il ne faut pas le nier. La moyenne d'âge des téléspectateurs joue un rôle important pour ces majors de la programmation audiovisuelle. Selon une étude menée par BFM Business en 2015, elle s'élevait à 50,7 ans. Ok, mais tu as des jeunes qui regardent la télévision, et souvent même. En général, c'est pour se détendre, mais beaucoup d'entre nous ont même développé un esprit critique sur les programmes qu'ils regardent. D'accord, ok. Mais ils sont quelle proportion par rapport à ceux qui regardent des contenus vidéo sur internet? Il faut que tu te sortes de la tête que la télévision est déjà terminée. Comme la radio et la presse l'ont fait avant elle, le média TV finira par s'adapter aux nouvelles consommations des gens pour se maintenir un public. Car vois-tu, aujourd'hui, ce n'est pas aux spectateurs de s'habituer au programme, mais à la télévision de penser ses futurs programmes comme des éléments multi-supports que l'on pourra regarder sur son téléphone, son ordinateur, ou même sur sa console de salon. Enfin, je veux dire, je sais pas où le futur mènera les programmes télévisuels en France, mais je pense que oui, YouTube pourrait être une solution. Donc voilà. Maintenant, regarde des vidéos sur YouTube et reviens me voir quand tu voudras t'y mettre.